Bonjour et bienvenue à cette animation autour des maisons d'édition que sont Chouette et Crackboom. Aujourd'hui, on va être ensemble pendant environ 1 heure et demie et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter ces deux maisons d'édition qui sont intrinsèquement reliées. Donc, on va passer à travers une grande variété de livres et d'ouvrages. On va commencer tout de suite. Je vais vous parler donc des éditions Chouette. Les éditions Chouette sont très connues grâce à leur héros emblématique qui est Caillou. Les éditions Chouette se spécialisent en littérature depuis maintenant 1987, et puis c'est 2 ans après sa création en 1989 que Caillou voit le jour. Alors en préparant ce corpus, j'ai découvert, je ne savais pas du tout, que le personnage de Caillou est en fait inspiré par la psychanalyste française François Dolto, et que son nom et aussi le fait qu'il ait le crâne chauve et qu'il n'ait pas de cailloux est en fait inspiré du fait que Françoise Dolto demandait aux enfants de payer ses consultations avec des cailloux. Donc j'ai trouvé l'anecdote assez mignonne. Voilà. Les éditions Chouette comptent environ plus de 230 titres à leur catalogue. Puis, c'est des livres qui sont répartis dans différents formats, vous allez le voir, avec des collections qui sont adaptées à chaque étape du développement de l'enfant, de sa naissance à son entrée en primaire. On trouve des livres d'éveil, des livres qui vont venir décrypter et analyser un petit peu les émotions des enfants. On va trouver des livres pour enrichir leur vocabulaire, pour débuter l'apprentissage de la lecture, mais aussi beaucoup de cahiers d'activités, de livres-jeux et des livres cadeaux aussi. Donc, chouette, à travers ces ouvrages de Caillou, je vais vous en proposer quelques-uns à l'écran. Ils sont très, très ancrés sur le marché québécois. Ils occupent vraiment une place importante sur le marché international depuis de nombreuses années. Preuve est qu'ils sont traduits en plus de 20 langues. Et puis les livres qui mettent en vedette Caillou sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires. Donc ça prouve de sa popularité. Ce qu'on aime vraiment avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui se met à hauteur d'enfant, qui va vraiment vivre des situations anodines, quotidiennes, qui vont permettre aux jeunes lecteurs de se plonger dans des situations réelles du quotidien qu'il connaît bien. Et puis, donc voilà, on va voir qu'il y a une multitude de petites aventures qui lui arrivent. Ce qu'on aime aussi avec Caillou, c'est qu'il a vraiment, en fait, les ouvrages pensés de Caillou proposent vraiment une approche bienveillante et pédagogique qui se décline en plusieurs séries. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de livres qui vont décrypter un petit peu les émotions et le bien-être. On va voir que à partir de 2 ans, on a des séries, vous le voyez à l'écran là, des séries qui s'inscrivent dans des thématiques précises. Donc, il va y avoir une série sociabilité, une série saines habitudes, il y a aussi une série Je suis propre. Et donc, on va vraiment se plonger avec quotidien, avec Caillou sur des grands apprentissages du quotidien. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Caillou, s'il te plaît, merci, qui va vraiment être un apprentissage des rudiments de la politesse. Donc, c'est des livres tout en carton, donc très résistants, qui se mettent bien dans une classe ou une garderie. On nous dit aujourd'hui, le soleil brille, Caillou et ses parents sont au jardin. Papa s'occupe du potager et maman plante des fleurs. Caillou s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Caillou court vers papa. Je veux mon ballon. Plus tard, Caillou, je suis occupé. Je sème des haricots, dit papa. Caillou fait la moue. Il est déçu. Papa demande à Caillou de l'aider. Passe-moi le transplantoir, s'il te plaît. Caillou s'empresse de prendre l'outil et le tend à papa. Merci, Caillou, c'est gentil de m'aider. Caillou se dirige ensuite vers maman. J'ai soif, je veux de l'eau. Attends un peu, Caillou, je suis occupé, je plante des fleurs, dit maman. Caillou croise les bras. Il est encore déçu. Maman demande à Caillou de l'aider. Apporte-moi le tuyau d'arrosage, s'il te plaît. Caillou court chercher le tuyau. Merci, Caillou, dit maman avec un grand sourire. Caillou aime voir sa maman sourire. Ça me fait plaisir quand tu dis s'il te plaît et merci, dit maman. Ces mots font pousser un sourire sur mes lèvres, comme l'eau qui fait pousser les fleurs. Le chat frotte sa tête contre la jambe de Caillou. Caillou rit. Ça chatouille, s'exclame-t-il. Il semble vouloir te dire merci, dit maman. Et Caillou est tout heureux.
Caillou regarde maman. Moi aussi j'ai soif. Je peux boire quelque chose, s'il te plaît? Quand tu me le demandes de cette façon, c'est comme si tu me faisais un câlin. Alors j'ai envie de te faire plaisir à mon tour. Maman sort de la maison. Voici une limonade, mon chaton. Caillou est tout content. Miaou, miaou. Merci, dit-il en frottant sa tête contre le bras de maman. Et maman pouffe de rire. Papa n'est plus occupé au jardin. Je peux avoir mon ballon, s'il te plaît? Demande Caillou. Avec grand plaisir, dit papa en souriant. Caillou aime voir son papa sourire. Et si on jouait tous ensemble, propose papa. Donc voilà, petit ouvrage qui nous indique que la politesse, c'est bien plus qu'une convention sociale. C'est aussi un moyen de faciliter les relations humaines, d'apprendre à exprimer ses besoins et ses désirs, et puis à avoir un, un vivre en collectif agréable. Voilà. Dans la série Saines habitudes, on a un petit ouvrage ici de prévention face à l'utilisation des écrans. Donc ici, on va apprendre que les appareils numériques, même s'ils font partie de notre quotidien, c'est bien quand même d'avoir une utilisation tout en modération. On va plonger dans le vif du sujet. Ce matin, Caillou joue avec un nouvel ami, c'est Henri. Caillou lance le ballon et Henri l'attrape. C'est à ton tour, Henri. Lance-moi le ballon, dit Caillou. C'est difficile d'attraper le ballon, mais Caillou et Henri s'amusent beaucoup. C'est la fin de la journée. Les enfants disent au revoir à Luna, leur éducatrice. À demain, les enfants. Nous jouerons encore ensemble, dit Luna. À la sortie, le papa d'Henri est là. Il est au téléphone et il ne voit pas Henri. Regarde mon dessin, dit Henri. Chut, attends, répond le papa d'Henri. Henri est agité et il tourne autour de son papa. Caillou voit son papa arriver. Il court vers lui et se colle à ses jambes. Bonjour, Caillou, dit papa en le prenant dans ses bras. Bonjour, dit Caillou, qui pose sa tête sur le cou de papa. Et papa sourit et ajoute: J'ai un nez. Il est où mon nez? Caillou pince le nez de son papa et il rit. Bravo, Caillou, dit papa tout en souriant. Et mes deux oreilles? Caillou touche les deux oreilles de son papa et éclate de rire. Papa embrasse Caillou. Encore, dit Caillou. En arrivant à la maison, Caillou demande: Est-ce que je peux regarder un dessin animé sur ta tablette? Plus tard, Caillou, quand Mousseline dormira. Elle est trop petite pour jouer avec des écrans. Mousseline est couchée, Caillou apporte la tablette à son papa. Et si on jouait plutôt à un jeu sur la tablette, propose papa. Tous les deux ensemble? Oui, oui, répond Caillou. Papa explique les règles du jeu. Caillou écoute et demande: Est-ce que c'est à mon tour de jouer? Bien sûr, répond papa. Je pose la question, tu regardes l'écran et tu appuies sur la bonne réponse. Où est le camion rouge? Demande papa. Caillou regarde l'écran et cherche dans l'image où se trouve le camion rouge. Là, là, s'écrie Caillou qui touche l'écran pour faire disparaître le camion rouge. Il est tout fier d'avoir trouvé la réponse. Après 15 minutes, papa demande à son fils de ranger la tablette. Encore, dit Caillou qui aime bien ce nouveau jeu. Demain, répond papa. C'est fini pour aujourd'hui. Papa demande à Caillou de chercher du rouge dans la maison. Caillou, c'est toi avec ton t-shirt rouge? S'exclame papa. Caillou sourit. Il trouve un livre de camion de pompier, puis il s'assoit sur le canapé du salon. Viens, papa, raconte-moi l'histoire, dit Caillou. Donc voilà, petit ouvrage sur les interactions avec les écrans dans lesquels les grands, qui parfois sont un petit peu agrippés à leur téléphone portable, peuvent aussi se reconnaître. Donc, suite à ces livres, je voulais vous présenter un petit livre d'éveil. C'est mon premier abécédaire avec Caillou. C'est un livre qui va se lire à partir de 2 ans, donc pour les 2 ans et plus. Et il est vraiment inspiré du monde de Caillou. On va retrouver des objets iconiques. Il y a une petite situation qui donne prétexte à la découverte des lettres. C'est que papa et Caillou se sont préparés une bonne soupe aux pâtes alphabet. Et la soupe est un petit peu trop chaude, donc pour patienter et la déguster à la bonne température, ils vont découvrir toutes les lettres de l'alphabet ensemble. Ce que j'aime bien avec cet ouvrage, c'est qu'à chaque page, en plus d'explorer vraiment la sonorité et les formes de la lettre
avec des mots d'un vocabulaire très accessible, on va retrouver à chaque fois un petit cherche-et-trouve euh, dans la cuillère de la soupe. Donc ça permet vraiment d'aller aborder de façon ludique euh, le- l'alphabet. Voilà. Donc à chaque fois, on retrouve quand même les sonorités avec des objets bien connus. On reprend vraiment le même principe euh, d'un imagier et d'un alphabet. Et puis, pour les, euh, pour les apprentissages de la lecture, le fait d'avoir quand même un personnage qu'on connaît bien, ça donne envie de se plonger dans l'apprentissage, d'être en confiance, euh, et puis de retrouver son personnage préféré. Voilà, ici le lion avec le L. Alors, une fois qu'on a appris l'alphabet et qu'on a bien appris à reconnaître les lettres en général, on passe à l'apprentissage de la lecture. Et je vous l'ai dit en début d'animation, les éditions Chouettes ont vraiment conçu des ouvrages qui vont suivre le jeune lecteur. Donc, on a plusieurs collections, dont la collection Lit avec Caillou. La collection Lit avec Caillou, elle nous présente plusieurs niveaux. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en quatrième de couverture, on va nous expliquer comment sont classifiés les livres. La collection propose d'apprendre à lire avec le niveau 1, donc étoile naissante. C'est le niveau pour les prélecteurs avec accompagnement. Ce sont des ouvrages qui vont nous présenter 125 à 175 mots, qui ont des phrases simples, courtes, assez répétitives, avec un vocabulaire simple. Et puis, à la fin des livres, ce que j'aime bien, c'est qu'on va retrouver des dictionnaires en images. Donc ça permet vraiment d'aller travailler la mémoire visuelle, d'aller s'imprégner des mots, puis de prendre vraiment des photographies des mots qu'on va retrouver dans les ouvrages. Pour le niveau 2, on augmente le nombre de mots, on va avoir des phrases plus longues, un vocabulaire un petit peu plus travaillé et un dictionnaire en images de 8 phrases. Pour le niveau 3, qui est vraiment le lecteur en quête d'autonomie cette fois, on va proposer un dictionnaire en images avec 10 images, donc vraiment plus de mots à mémoriser et à photographier. On va être sur des intrigues de 250 à 350 mots. On va souvent avoir des phrases plus complexes. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des lectures à plusieurs voix, puisqu'il y a des dialogues, donc il y a une ponctuation et une tonalité qui peut vraiment s'inscrire dans ces lectures-là, et puis qui vont accompagner le lecteur dans la poursuite de ses objectifs. Donc ici, je voulais vous proposer Caillou, où est mon chat? On retrouve notre ami Caillou qui est dans une situation de jeu dans sa chambre. Donc Caillou joue avec Gilbert. Gilbert est le chat de Caillou. Donc on remarque que les mots qu'on va retrouver dans le dictionnaire sont vraiment mis en relief. Caillou tire un jouet. Gilbert saute sur le jouet. Caillou et Gilbert s'amusent. Ils sont au salon. Papa appelle, c'est la collation. Caillou dit, Gilbert reste ici. Son chat répond, Caillou est dans la cuisine. Il mange sa collation. Après la collation, Caillou cherche Gilbert, mais Gilbert n'est pas au salon. Donc voilà, comme on le voit là, il y a beaucoup de termes répétés, vraiment des illustrations qui vont permettre la compréhension de l'action, donc qui vont guider notre jeune lecteur. On reprend les mêmes phonèmes et les mêmes graphèmes tout au long de l'histoire. On a une intrigue très très simple. Caillou regarde, son chat est dans le lit. Tu es drôle, Gilbert. Voilà. Et on finit sur le petit dictionnaire en images. Pour le niveau 3, je vais quand même vous montrer un petit peu la différence entre les deux niveaux. Donc, comme je vous le disais, ici, on va avoir la possibilité de faire des lectures à plusieurs voix puisqu'il y a des dialogues. On a des mots plus compliqués, donc de plus de syllabes, comme ici, éducatrice, par exemple. Hop. Donc là, c'est l'histoire de Caillou et ses amis, la garderie, qui mettent en scène une pièce de théâtre. Il y a aussi plus de protagonistes.
Voilà. Ici, le niveau de langage qui augmente un petit peu. Quand on nous dit, par exemple, les amis s'exercent depuis longtemps, plus tard, ils monteront sur la scène. L'utilisation du futur aussi de plusieurs temps qui vient complexifier un petit peu les notions du temps, euh, de syntaxe, etc. Le public attend. Tout le monde est excité. La pièce va commencer. Clémentine monte sur la scène. Je suis une fleur. J'attends le soleil. Elle cherche le caillou. Mais où est-il? Donc voilà, jusqu'à la fin de la pièce de théâtre. Donc, quand même, des bons outils pour aller vers l'acquisition d'un langage simple, usuel, euh, avec notre ami Caillou. Ensuite, il y a une série qui s'appelle hop, la collection Château de cartes. Donc, la collection Château de cartes, on va être dans des formats carrés, souples, et on va faire face à des situations du quotidien. On va vraiment être dans un apprentissage des comportements, là encore, un petit peu comme avec la série Émotions et bien-être. Et je vous ai sélectionné aujourd'hui l'histoire de Caillou et Sophie, qui est une histoire sur l'autisme. Donc là, on va vraiment apprendre comment se comporter avec des enfants qui rencontrent des situations de neurodiversité. On va vraiment proposer une lecture pleine d'empathie, de tendresse, d'écoute de l'autre. On va vraiment être dans une perspective de bien vivre ensemble. À l'intérieur du livre, on a une affiche pour glisser ça en classe ou dans le local de la bibliothèque, puis faire un retour sur les situations qu'on va rencontrer. Voilà. Puis on va vraiment décrypter la prise de contact, se mettre à hauteur d'enfant pour expliquer tout ça. Ici, nous avons Caillou emprunte un livre. Donc là, ça va porter vraiment sur la prise de responsabilité quand on emprunte un livre à la bibliothèque, comment on en prend soin, pourquoi il ne faut pas l'égarer, qu'est-ce qu'on fait pour réparer ses erreurs si on en commet une. Donc vraiment, un petit b.a.-ba de, encore une fois, là, du savoir-vivre, du vivre ensemble. On va suivre Caillou qui adore un livre et qui l'emprunte euh, à la bibliothèque de son école, mais qui malheureusement va l'égarer à côté d'une bibliothèque. Donc quand il s'en aperçoit le soir en rentrant chez lui, parce qu'il a très envie de le montrer à son papa, il ne le trouve pas. Et donc il va tenter de réparer son erreur en construisant un livre lui-même. Voilà, pour que finalement, son éducatrice lui dise qu'elle l'a retrouvé. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Et puis, il y a une nouvelle collection aux éditions Chouette qui s'appelle Planète Écolo. Donc ça, c'est une collection qui a été vraiment pensée pour être écologiquement responsable, qui va vraiment nous donner des petits apprentissages sur qu'est-ce que c'est être un citoyen qui prend soin de la planète, donc qui va mettre Caillou dans des situations euh, de réflexion par rapport à la durabilité. Dans cette collection-là, on va avoir chaque goutte compte, la magie du compost, un vélo presque neuf, Caillou plante un arbre, au marché et Caillou apprend à recycler. Donc ici, dans Caillou apprend à recycler, on se trouve vraiment dans toujours la même garderie avec Anna l'éducatrice. Est-ce que c'est une nouvelle poubelle? Demande Léo. Pas exactement. C'est un bac de recyclage, répond Anne. Et qu'est-ce que c'est que le recyclage? Demande Caillou. Quelle bonne question, dit Anne. Aujourd'hui, nous allons parler du recyclage des déchets. Que deviennent les déchets jetés à la poubelle? Demande Anne. Ils sont déposés sur un énorme tas d'ordures, s'exclame Léo. C'est exact. Les déchets vont à la décharge et ne sont jamais réutilisés. Recycler, c'est réutiliser les objets. Par exemple, les bouteilles en verre mises dans le bac de recyclage sont transformées en bouteilles neuves. Et pour être utilisées encore, dit Caillou. Exactement, Diane. Et encore, et encore, et encore. Et encore, répètent les enfants en chœur. J'ai quelque chose d'étonnant à vous montrer, continue Anne. Quelques instants plus tard, Anne revient en classe. Tadam! Elle arrive en trottinette et agite une bande de papier hygiénique. Les enfants éclatent de rire.
Qu'est-ce que c'est, du papier toilette? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de spécial? Demande Caillou. Anne montre les flèches sur l'emballage du papier hygiénique. Ces flèches signifient que c'est du papier recyclé. Il a été fabriqué à partir de vieux papiers, journaux et cartons. Caillou reconnaît le dessin. Ce sont les mêmes flèches que sur le bac, remarque Caillou. Oui, Diane, c'est le signe du recyclage. Ensuite, Anne montre aux enfants un pot en verre qui porte le même signe. Vous voyez les flèches? Ce pot a donc été fabriqué avec du verre recyclé, tout comme le papier. Le verre peut être utilisé encore et encore, répètent les enfants en s'amusant. Les boîtes de conserve sont aussi recyclables. On les fait fondre pour fabriquer d'autres boîtes, des agrafes et même des trottinettes. Caillou est très étonné. La trottinette est faite de boîtes de conserve? Incroyable, s'exclame Caillou. Mais le plus étonnant, ajoute Anne en riant, c'est certainement mon survêtement. Caillou trouve que le survêtement a plutôt l'air ordinaire. Nos bouteilles de plastique vides peuvent être recyclées en boîte à œufs, en tuyaux ou même en survêtements comme le mien. Waouh! Des vêtements en plastique? Les enfants sont très étonnés. Regardez les dessins sur les blocs de recyclage. Que signifie-t-il? Demande Anne. Il montre ce qu'il faut déposer dans chaque ouverture du bac, dit Caillou. Des boîtes de conserve, du papier, du plastique. Bravo, Diane. Du plastique, comme ma bouteille de jus de fruits, Léo. Elle sera utilisée encore et encore. Anne a aussi apporté un t-shirt fabriqué à partir de bouteilles de plastique. Qui veut m'aider à trier les boîtes de conserve, le papier et le plastique pour notre nouveau bac? Demande-t-elle. Caillou lève la main. D'accord, Caillou, enfile ce t-shirt. Aujourd'hui, tu seras notre chef recycleur. Et voilà, donc là, on retrouve un petit peu tous les ouvrages de la collection dont je vous parlais en introduction. Voilà pour la maison d'édition Chouette. Nous allons ensuite passer à la maison d'édition Crackboom. Donc, la maison d'édition Crackboom, ce qu'il faut savoir, c'est que la vocation de cette maison d'édition-là, c'est vraiment de faire vivre des expériences de lecture novatrices aux 0-12 ans. Donc, les livres sont spécialement créés pour la petite enfance. On est vraiment sur des formats assez audacieux et rigolos. On a par exemple des livres valises, des livres avec des jeux de trous et de pénétrables. Il va y avoir des livres avec de la lumière, des livres avec des rabats, des autocollants et bien d'autres formats. On est vraiment sur un catalogue extrêmement varié qui a vraiment une approche plutôt ludo-éducative, donc qui va mêler l'apprentissage avec une manipulation très rigolote qui va pousser à la motricité fine, etc. C'est une maison d'édition qui est un gros acteur au Québec. On la présente vraiment aujourd'hui comme une des, bah c'est ça, un des fers de lance de la littérature jeunesse au Québec. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet, le catalogue, là encore, est extrêmement fourni. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des fiches pédagogiques pour différents ouvrages. Donc, ça permet d'avoir accès à des ressources très facilement, gratuites, qui permettent de donner du contenu clé en main. Donc, on va commencer cette présentation des éditions Crackboom avec des petits imagiers. Ici, l'imagier des bébés, on va aborder des temps forts de l'année, des temps des festivités. Donc ici, on a l'anniversaire. On va vraiment retrouver tous les éléments iconiques de l'anniversaire, les chapeaux, les ballons, les bougies, le gâteau. Et puis, dans cette collection, on va retrouver des imagiers de Pâques, d'Halloween et de Noël. Donc, petite idée pour les 18 mois et plus, tout en carton, très rigide, très sympathique. Ensuite, je vais vous présenter donc en introduction, je vous parlais des formats assez drôles. On a ici un imagier à emporter. Ce qui est très intéressant avec cette collection-là, c'est qu'on va avoir d'autres ouvrages. Donc ici, je vous présente les 100 premiers mots de ma journée, mais on a aussi des ouvrages qui sont les
mes 100 premiers mots en anglais, mes 100 premiers mots en espagnol. Et sur le site de Crackboom, vous allez vraiment trouver des pistes audio qui vont permettre de favoriser l'acquisition du langage, qui vont permettre de se pratiquer, de rentrer en contact avec les sonorités et puis de pousser un petit peu la lecture et la compréhension plus loin quand on touche aux langues étrangères. Donc voilà, très intéressant d'avoir les fichiers audio. Ici, le principe de l'imagier reste assez simple et basique. On va découvrir des environnements et des scènes de la vie quotidienne. Voilà. Donc, on va nommer les éléments. On a des illustrations très graphiques, très sympathiques et très claires. On va explorer ici la cuisine avec le tabouret, le micro-ondes, le réfrigérateur, etc. L'entrée de la maison, le jardin. Donc voilà. Ça, c'est des petits formats très sympas à emmener partout avec soi. Puis vraiment, la petite poignée là, qui donne envie aux, aux plus jeunes de les emporter dans tous leurs petits voyages. Voilà pour cette imagerie. Ensuite, on a une collection qui s'appelle Sur la trace. C'est une série, donc Sur la trace. Ici encore, on s'adresse aux 18 mois et plus. Et on a vraiment un principe tactile qui donne envie de rentrer en contact avec le livre, de le manipuler. On a aussi des rabats pour aller découvrir, par exemple, ici des bonbons rouges. Donc ici, on est sur la trace des couleurs. On va aller travailler la motricité fine en suivant des choses un petit peu plus en relief, comme vous pouvez le voir. Là, on a une partie creusée. Voilà, donc là encore, des situations drôles, bien connues des enfants, un magicien, donc qui vont vraiment encourager la manipulation du livre. Donc sur la trace des couleurs, on reprend le même principe avec sur la trace des formes, où là, on va vraiment venir tracer le contour. On va retrouver aussi notre principe de rabat. Hop. On va vraiment explorer toutes les formes géométriques. Sur la trace des contraires, comme son nom l'indique, avec les contraires petit, grand, dessous, dessous, extérieur, intérieur. Et puis là encore, on va suivre les courbes. Hop. Déplier des rabats. Donc on peut vraiment jouer à deviner les mots pour tout ce qui est acquisition du vocabulaire. Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis on finit par sur la trace des nombres pour apprendre à compter, à dénombrer les objets. Là, c'est pareil. On va vraiment avoir des éléments qui se devinent quand on parle du 2. Voilà, jusqu'au 5. Donc, voilà. Petite collection tactile assez sympathique. Alors, ensuite, je vais vous présenter plusieurs livres-jeux aux éditions Crackboom. On a une collection, voilà, les livres audio là, qui sont très populaires chez les tout petits. Ici, on est vraiment dans le 6 mois et plus parce qu'on est dans des matériaux tout doux. On va vraiment aller jouer sur l'effet de surprise avec le son. On part à la rencontre de différents animaux, les hippopotames, les pandas, les bébés tigres. Donc voilà, des illustrations très mignonnes, une intrigue très simple pour aller vraiment travailler la tactilité puis l'interactivité du livre. Donc voilà, pour faire rire les petits bébés, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, toujours dans les livres-jeux, on va avoir... Pardon, oui, dans les livres-jeux, pardon, je disais, il va y avoir ce livre-là qui est très drôle et assez interactif aussi, je trouve. C'est le Méli-Mélo monstrueux. Donc, le Méli-Mélo monstrueux, on est vraiment, vraiment dans le principe du cadavre exquis. On va partir à la rencontre de monstres complètement loufoques, très, très rigolos. À chaque fois, on a une phrase à découvrir à chaque fois. Donc, par exemple, Lulu,
Chanté fait des grimaces avec ses deux têtes. L'abominable virevolte dans son tutu, tout en glissant avec des patins à roulettes. Donc là, on va vraiment aller s'amuser à inventer des monstres rigolos. On va se retrouver avec une multitude d'actions et de situations, des phrases complètement saugrenues qui ne manqueront pas de faire rire les plus jeunes et les plus grands. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est en classe, par exemple, on peut vraiment aller explorer le principe du cadavre exquis. Donc, aller faire dessiner aux élèves la tête d'un monstre qu'ils ont envie d'inventer. On se passe la feuille. Chaque élève va dessiner une partie du corps. À la fin, il y a comme un espèce de petit questionnaire, de petit quiz sur est-ce qu'on connaît bien les abominables. Et puis, on a quelques pistes d'exploration. À ton tour, inspire-toi des monstres abominables et crée les tiens pour voilà, réaliser une petite activité ludique et créative. C'est très sympa, c'est très solide, ça se manipule très bien. Ici encore, on est sur du cartonné. Euh, donc voilà. Ensuite, on a ici un cherche-et-trouve. Ici, on nous dit que c'est un cherche-et-trouve pour tout petit. Donc, on est sur un livre cartonné. Et puis, on va vraiment partir dans l'univers des dinosaures. Donc, avec notre loupe de petit détective, on part en voyage à l'ère jurassique, hein. On va retrouver les gros animaux préhistoriques qui étaient les dinosaures. On dit que c'est pour les tout petits, mais moi, ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est qu'on est quand même dans un vocabulaire assez précis. On va avoir le corythosaure, le tricératops. On apprend quand même des informations assez riches. Par exemple, on va nous parler des dinosaures herbivores, donc les dinosaures qui ont vécu sur Terre il y a des millions d'années, bien avant que les humains ne l'habitent. Les herbivores vivaient pour la plupart en troupeaux et se nourrissaient de végétation, feuilles d'arbres, arbustes, fougères. On apprend par exemple que le Parasaurolophus, en plus de son bec aplati, avait une crête allongée et creuse à l'arrière du crâne. On pense qu'elle lui servait de caisse de résonance pour produire des sons puissants. Donc voilà, on va aborder quand même des choses comme la caisse de résonance, la végétation, qui sont très adaptées à un lectorat jusqu'à vraiment 8-9 ans, je dirais. Même si le cherche et trouve reste assez simple, on a un vocabulaire scientifique, on a le vrai nom des espèces, on va retrouver des descriptions spécifiques sur leur physique, sur les habitudes, l'alimentation, le climat d'habitat. Ici, on va nous parler des mamans et des dinos. Donc, quels dinosaures couvaient des œufs, euh, voilà. Les dinosaures carnivores, avec le très célèbre tyrannosaure. On nous dit ici le plus célèbre des dinosaures se reconnaît à son énorme tête et ses pattes avant minuscules par rapport au reste de son corps, mais tout de même puissantes. Donc, on va vraiment aller à la rencontre de tout un tas d'espèces. Le stégosaure, le centrosaure, avec des illustrations très très sympas. Donc, pour les fanatiques de dinosaures, on nous dit à partir de 2 ans, mais vraiment, moi, cet ouvrage-là, je dirais facilement 2 à 8, 2 à 9. Voilà, ça vient aiguiser le sens de l'observation, stimuler la soif de découverte. À la fin, on nous emmène même sur un site de fouilles paléontologiques. Donc voilà, on en apprend plus sur les outils des paléontologues euh, et des archéologues aussi. Donc voilà, les petits livres-jeux. En lien avec les dinosaures, on a donc ce petit livre-là que je vous ai montré au début, qui vraiment s'adresse là, par exemple, vraiment pour les plus petits. Mais euh, on va quand même parler des vrais noms des dinosaures. Moi, je vous avoue que c'est un des livres préférés de mon petit garçon parce que juste entendre, par exemple, des mots tels que iguanodon ou bien pardon, ou bien Giganotosaure, ça le fait beaucoup rire. Et puis les illustrations sont très mignonnes. Il y a vraiment ce petit principe où on peut passer le doigt par le petit trou. Et puis voilà, on va à la découverte de tous les spécimens des dinosaures. Voilà. Pour les livres-jeux. Donc, je vous le disais, vous l'avez remarqué avec
la collection Chouette. Et puis, peut-être si vous avez déjà passé à travers le catalogue de Crackboom. Crackboom, c'est une maison d'édition qui a à cœur vraiment d'avoir des héros qu'on reconnaît. Donc, ils ont lancé une collection assez fournie, pardon, d'ouvrages avec Le Petit Prince. Donc, toute la collection du Petit Prince, on va retrouver ce héros bien connu, créé et dessiné par Antoine de Saint-Exupéry. Je vais commencer avec Le Petit Prince autour du monde. Ici, on a Le Petit Prince qui, pour remonter le moral de son ami la Rose qui est enrhumée, euh, s'embarque dans un voyage autour du monde pour lui ramener les belles photos des monuments les plus célèbres. Donc, il part à bord de son avion, il décolle et hop, direction Paris. On va visiter l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Donc, l'Arc de Triomphe, on apprend qu'il mesure 50 mètres. On a vraiment des informations et du contenu très documentaire sur chacun des monuments un petit peu iconiques qu'on va aller voir. Voilà, on apprend que la Tour Eiffel est le monument le plus célèbre de Paris. C'est vrai, je confirme. Qu'elle a été construite sous l'impulsion de Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris en 1889, donc pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Ensuite, on va à Londres à la rencontre de Big Ben. On apprend que Big Ben compte 4 horloges de 7 mètres de diamètre chacune et qu'elle mesure 96 mètres de haut. Donc on a vraiment à chaque fois des informations détaillées sur l'architecture, sur les caractéristiques de ces grands monuments et de ces sites touristiques bien connus. Voilà. Ensuite, un petit voyage en Espagne pour fuir la grisaille de Londres. On va nous parler de la Sagrada Familia, qui a été construite par Antonio Gaudí. Donc, c'est aussi, je trouve, assez intéressant d'avoir ces monuments-là comme un petit peu piste d'introduction, parce qu'après, en classe, on peut aller s'intéresser, aller construire le portrait de l'architecte qui les a construites quand on le sait. On peut s'intéresser à des courants de l'histoire, parce que dans le livre, vous allez voir, on traverse les continents, on va aussi en Égypte découvrir les pyramides anciennes, mais aussi en Chine pour la muraille de Chine. Donc on peut vraiment s'intéresser au contexte historique dans lequel ont été construits ces bâtiments. On a quelques éléments dans le texte, mais on reste vraiment sur une introduction assez basique qui donne vraiment envie d'en découvrir plus. Voilà. Le dernier arrêt se passe en Australie. On va découvrir l'Opéra de Sydney, joyau de l'architecture moderne, dont la construction s'est achevée en 1973. Et voilà. Et puis on finit le livre sur des questions ouvertes pour savoir quel endroit le lecteur aimerait visiter. Voilà, donc c'est un petit itinéraire autour du monde assez sympa avec le Petit Prince qui nous emmène à la découverte de tout ça. Le Petit Prince encore, donc là, cette fois, pardon, je l'ai pris à l'envers. Le Petit Prince, cette fois, nous emmène vraiment à la découverte des émotions. Donc, on va découvrir comment gérer nos émotions, voir quelles émotions nous traversent dans le quotidien. Et c'est vraiment un outil très, très bien pensé pour dialoguer, accompagner l'enfant. Il y a des petits exercices à la fin de l'ouvrage qui sont vraiment proposés. Donc, comme souvent dans les livres qui traitent des émotions, on a ici un code couleur. Donc, la joie en jaune, la tristesse en bleu, la peur en violet, la colère en rouge, la sérénité en vert, la surprise en orange. Et puis, ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment le système des questions ouvertes. Donc, pour la joie, on nous dit par exemple, la joie est une émotion agréable que tu ressens lorsque tu es satisfait, heureux de vivre ou de faire quelque chose. Elle te fait rayonner, elle te donne envie de sourire, de rire, de danser, de sauter, de partager ton bonheur. Le petit prince est heureux de retrouver son ami le renard. Et toi, qu'est-ce qui te rend joyeux? Donc, on peut vraiment avoir, c'est ça, une ouverture au dialogue, à la discussion en classe. Et puis, on peut aussi aller travailler des jeux de devinettes. Euh, on peut regarder l'image, dire comment le petit prince se sent.
Pour la peur, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment l'explication de phénomènes physiques, donc de symptômes physiques quand on est dans le ressenti. On dit par exemple, la peur surgit quand on croit être en danger, même si ce n'est pas toujours le cas. Ton cœur se met à battre plus vite, tu peux parfois trembler, avoir envie de fuir, ou au contraire te sentir incapable de bouger. La peur nous empêche d'agir et de réfléchir calmement. Au début, le renard avait peur du petit prince. Il a fallu que le petit prince l'apprivoise pour remplacer la peur par l'amitié. Et toi, y a-t-il des choses qui te font peur? Donc voilà, on va vraiment explorer toute la gamme des émotions qu'on ressent, la surprise. Et à la fin, on a 4 exercices pour aider les enfants à apprivoiser leurs émotions. Donc, calmer la peur avec le petit prince. Debout, les pieds écartés, tu respires calmement. Tu lèves les bras au-dessus de ta tête, puis tu les descends au niveau de ton visage et tu les éloignes d'un coup sec, comme pour repousser la peur. Chasser la colère comme le renard. Allonge-toi, ferme les yeux et respire profondément plusieurs fois en gonflant ton ventre. Expire par la bouche, en soufflant fort, comme si tu étais une bourrasque de vent qui chassait la colère de toi. Quand tu te sens mieux, recommence à respirer tout doucement. Et puis, pour apaiser la tristesse, avec la rose, debout, les bras le long du corps, tu respires calmement en fermant les yeux, puis sans bouger les jambes, tu tournes le haut de ton corps vers la droite, puis vers la gauche. Et comme si tes bras étaient des pétales, tu les laisses se balancer tout doucement, repoussant la tristesse loin de toi. Quand tu te sens mieux, fais un cercle avec tes bras comme si tu dessinais un soleil et ouvre à nouveau les yeux. Donc, plein de petits outils pour retrouver le calme, la sérénité et puis être vraiment dans le fait d'apprivoiser euh, les états d'âme et les émotions qui nous traversent. Alors, toujours pour être un petit peu dans des thématiques sensibles qui touchent à l'émotion, à l'intimité, euh, il y a ici un ouvrage entre l'album et le documentaire que je trouve vraiment, vraiment très, très bien conçu. C'est Ton corps t'appartient. Ici, on va vraiment être dans un outil qui permet de sensibiliser les enfants aux premières notions d'intimité et au consentement. C'est un ouvrage qui se découvre très bien à partir de 4 ans, mais qui peut aussi être très adapté à un public plus vieux parce qu'il utilise des termes très spécifiques. On est vraiment dans une approche euh, pointue et assez scientifique, notamment des termes qui désignent le corps. Donc, ça commence comme ça. Tout le monde a un corps, juste un, et il nous permet de faire un tas de choses. Ton corps t'appartient, à toi et à personne d'autre. Ton corps est constitué de différentes parties. Donc ici, on va nommer toutes les parties. Chaque partie a une ou plusieurs fonctions. Et ensemble, elles forment une machine extraordinaire. Toi. Ton corps t'appartient et c'est toi qui décides. Tu décides si tu veux un câlin, non. Tu décides si tu veux un bisou, non. Le mot non est très important. Tu peux le dire quand tu en ressens l'envie ou le besoin. Tu veux essayer de le dire maintenant? Montre comme tu peux le crier haut et fort. Quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas que tu lui fasses quelque chose, tu dois l'écouter, et comme quand c'est toi qui dis non. Donc on est vraiment là sur décrypter la notion de consentement. Voilà. Aucun adulte ou enfant ne peut te donner un câlin ou un bisou si tu ne veux pas. Si tu leur dis que tu ne veux pas, ils doivent t'écouter. Parfois, tu as envie que quelqu'un te porte sur ses épaules et d'autres fois non. C'est comme ça. En revanche, s'il y a un danger, il se peut qu'un adulte t'agrippe sans te le demander. Par exemple, si tu t'apprêtes à traverser la rue et qu'une voiture approche, c'est normal qu'on ne te demande pas la permission avant de t'arrêter. Dans ce genre de situation, c'est essentiel parce qu'on te protège. On appelle certaines parties du corps les parties intimes, comme on les nomme ainsi parce que normalement elles sont cachées par nos vêtements. On les voit seulement quand on se déshabille, et les noms de tes parties intimes sont très bien comme ils sont. On ne devrait pas les changer pour des noms bizarres. Donc là, on a vraiment les noms de toutes les parties du corps. On va vraiment aller regarder l'appareil génital des filles et des garçons. Et puis on nous dit, notamment pour les filles, pour d'autres parties, c'est plus difficile, mais tu peux utiliser un petit miroir pour t'aider.
Là, on va à la rencontre des différentes situations. Donc, on va vraiment accompagner l'enfant dans la compréhension de, voilà, dans le cadre d'une intimité de la toilette ou chez le médecin, on peut lui demander de se déshabiller avec une approche bienveillante. Donc, les grandes personnes ne doivent pas toucher tes parties intimes. Dans ton bain, par exemple, il vaut mieux que tu les laves toi-même. Il faut bien les nettoyer pour qu'elles ne piquent pas et ne rougissent pas. Parfois, s'il y a un problème, une grande personne pourrait devoir t'aider, par exemple quand le médecin te le recommande, ou quand ta peau est irritée. Dans ces cas-là, ta mère, ton père ou la personne qui s'occupe de toi peuvent t'aider. Je dois vérifier que ton prépuce se rétracte bien. Tu veux bien que je touche ton pénis un instant? Un jour, ton médecin pourrait lui aussi devoir toucher tes parties intimes pour s'assurer que tout va bien, ou parce qu'il n'y a pas une maladie à cet endroit. Mais avant de te toucher, il ou elle te demanderont la permission et t'expliqueront pourquoi il faut toucher ces endroits. De plus, il ou elle fera cela devant la personne qui t'accompagne. Toi non plus, tu ne dois pas toucher les parties intimes d'un adulte. Elles sont très différentes des tiennes, n'est-ce pas? Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais tu ne dois pas y toucher. Parfois, nous aimons analyser notre corps et l'explorer. C'est une activité privée, même s'il peut arriver qu'il y ait un autre enfant avec nous. Mais si l'un de vous n'est pas à l'aise, il faut arrêter. Si tu dis non, il faut qu'on t'écoute. Si on ne t'écoute pas, demande de l'aide. Parfois, il peut arriver que des adultes ou des enfants ne sachent pas comment se comporter et veuillent toucher tes parties intimes et ton corps. Si cela arrive, souviens-toi que tu dois demander de l'aide. Tu ne dois jamais monter dans une voiture, t'en aller avec un adulte ou aller dans une autre maison sans le dire d'abord à ta mère ou à ton père. Tes parents doivent toujours savoir où tu es. Aucun adulte ou enfant ne doit fermer la porte d'une pièce pour rester seul avec toi. Ils ne peuvent pas non plus te toucher ni te demander que tu le touches ou que tu les touches. Si jamais tu n'es pas à l'aise dans une pièce ou avec quelqu'un, ne reste pas et va ailleurs. Il pourrait arriver que quelqu'un te fasse quelque chose que tu n'aimes pas et qu'à ce moment-là, tu ne dises pas non parce que tu n'oses pas ou parce que ça te gêne. Et le temps passe et quand tu y repenses, tu ressens de la tristesse. Les bons secrets sont amusants. Ils te font rire et ils t'apportent de la joie. Ce genre de secret ne te fait pas peur et ne te rend pas triste. Quand ce que tu as en tête te rend triste, ça ne peut pas être un bon secret. Si un secret te fait de la peine ou te fait peur, alors c'est un mauvais secret. Les mauvais secrets ne doivent pas rester dans ta tête, car ils te font ressentir de la tristesse, de la peur et de la culpabilité. Les mauvais secrets te font te sentir mal. Quand de la mauvaise nourriture te cause une indigestion, ton corps la rejette, n'est-ce pas? Alors il faut faire la même chose avec les mauvais secrets. Lorsque tu décides d'expliquer quelque chose de compliqué à un adulte, il se peut qu'il ne veuille pas ou ne sache pas t'écouter. Et quand on ne t'écoute pas ou qu'on ne te croit pas, la tristesse devient très grande. Continue de chercher un adulte qui va t'écouter et t'aider. Ça peut être ta mère ou ton père, ou ça peut aussi être quelqu'un qui n'habite pas chez toi, à l'école par exemple. Parle à ton enseignant ou à ton enseignante. Ça peut aussi être une tante, une amie. Tu verras que lorsqu'on t'écoute attentivement, la tristesse diminue un peu. On ne touche pas aux parties intimes des enfants. Non, tout le monde doit le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent déjà compte de ce qui est expliqué dans ce livre. Elles prennent soin des enfants et elles le font très bien. Et tu en connais sûrement plusieurs. Ton corps t'appartient et il est merveilleux. Maintenant, tu sais un peu mieux comment en prendre soin et le protéger. Donc voilà, petit ouvrage pédagogique qui sert vraiment à faire de la prévention en classe. Moi, je le trouve très bien fait. Les dessins sont très tendres, donc vraiment, ton corps t'appartient. C'est un super ouvrage. Je voulais vous présenter quelques documentaires. J'en ai deux aujourd'hui avec moi. Donc, on va commencer
par la collection City Monster. C'est une petite collection très sympa. Ici, on est entre le documentaire et le livre-jeu. Euh, Comme vous le savez, donc le côté ludique reste quand même très ancré dans les publications de Crackboom. Ici, on va aller explorer le Québec et ses paysages à couper le souffle. On va vraiment explorer le patrimoine québécois. Donc, on arrive à Montréal, on part à la visite du stade olympique. Et en fait, à chaque page, vous allez le voir, on a un nombre de petits monstres à trouver. Alors, c'est assez intéressant à regarder. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran là, mais on en voit quelques-uns. On a des petits monstres qui sont dissimulés dans l'image. Et c'est pas si évident que ça, même pour les adultes. Donc, c'est vraiment on va aller aiguiser le sens de l'observation encore une fois. On va passer du temps à regarder beaucoup les détails parce que nos petits monstres sont vraiment cachés euh, dans les détails du livre. Donc, on va ici à Mont-Tremblant, hop, cueillir des bleuets à Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, dans le Charlevoix. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit monstre qu'on voit dans les arbustes. Voilà. À Tadoussac avec les rorquals et les baleines et le grand hôtel si iconique. Voilà. Un Pobo à Pessamit sur la côte nord. Et puis le Rocher Percé, la péninsule gaspésienne. Avant de retourner à Québec pour une soirée. Voilà. Et puis le temps des sucres. Et ensuite, on finit sur le parc national du Mont Mégantic dans les cantons de l'Est avec l'observatoire pour regarder les étoiles. Donc voilà, ça va vraiment cumuler une aventure touristique puis un jeu d'observation. Euh, voilà. Ensuite, un documentaire qui s'adresse aux amateurs de sport. Donc ici, on va vraiment partir à la rencontre de 10 sportifs québécois inspirants. C'est des portraits qui ont été compilés par Robert Frozy, qui a amorcé sa carrière de journaliste euh, en Europe, puis qui est bien connu comme chroniqueur chez Radio-Canada. Il a notamment couvert de nombreux Jeux olympiques. Donc, il a pu aller à la rencontre de ces sportifs-là. Oh, j'ai fait tomber. Donc, vous pouvez voir, dans le livre, on a des petites fiches sur les différents sportifs avec une petite photo, la catégorie de leur discipline, et puis derrière, vraiment les faits marquants de leur carrière. Donc, par exemple, Michael Kingsbury en ski acrobatique, on apprend qu'il est né le 24 juillet. On a tous ses exploits, les Jeux olympiques de Pyongyang, les Jeux olympiques de Pékin. On a un petit peu son palmarès. Voilà, Bénédicte Mathurin, ici, très célèbre joueur de basket, euh, sélectionné par la NBA. Ici, Annie Giuglia, en planche à roulettes, euh, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Et puis, Marie-Philippe Poulain, célèbre hockeyeuse, qui a fait quand même quatre Jeux olympiques, donc c'est pas rien. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment le livre est conçu. Donc voilà, on a un sommaire où on va retrouver nos 10 sportifs québécois inspirants, une introduction sur les médailles. Donc voilà, ici, Marie-André Poulain. On nous dit à 15 ans, Marie-Philippe fait déjà tourner les têtes à Saint-Joseph-de-Beauce. Même si c'est une fille, elle évolue avec l'équipe masculine des élites de Beauce-Amiens. C'est en rencontrant l'équipe universitaire féminine des Stars de Montréal que sa véritable carrière va commencer. Vu son incroyable talent, on va la convaincre de quitter sa Beauce natale pour Montréal. Imaginez, à 16 ans, elle va se retrouver dans un club où les filles ont 10 à 15 ans de plus qu'elle. À sa première saison, Marie-Philippe va terminer au premier rang des marqueuses avec seulement 16 matchs joués. Sa carrière est lancée. Viendront ensuite les mondiaux juniors, puis l'équipe nationale et les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Voilà. On va vraiment aller à sa rencontre euh, à travers des photos et puis à travers son parcours. On nous dit par exemple, une finale Canada-États-Unis au hockey féminin, c'est un grand classique.
une rivalité de longue date. Des joueuses qui se connaissent, qui s'aiment ou se détestent. Et à chaque rencontre, la rivalité est de plus en plus présente. Chez les gladiatrices du patin, il y a des héroïnes. Même blessées, elles sautent sur la glace pour en découdre avec les Américaines. Et parmi elles, on trouve Marie-Philippe Poulain, surnommée la Crosby du hockey féminin. C'est une attaquante redoutable. En 2010, une finale a coupé le souffle entre les Américaines et les Canadiennes. La foule du Rogers Arena était presque entièrement acquise aux Canadiennes. On avait l'impression que que le toit allait s'envoler tellement les cris des partisans étaient intenses. Dans cette équipe de vétérantes, il y avait quelques jeunes, dont une que le public allait découvert, Marie-Philippe Poulain. Nous sommes en première période de la finale olympique et en l'espace de 3 minutes, elle va inscrire 2 buts. Les 2 buts de la victoire et surtout ceux de la médaille d'or. Et dire que Marie-Philippe évoluait sur le 4e trio. Comme quoi, tout est possible quand on est une star en devenir. 4 ans plus tard, lors des JO de Sotchi, en Russie, les Canadiennes sont encore en finale contre leur rivale américaine. Elles sont menées 2-0 quand Marie-Philippe Poulain sonne la charge canadienne. Auteure du but égalisateur, elle marquera le but vainqueur en prolongation. Une légende venait de naître. En 2018, en Corée du Sud, les Canadiennes avaient perdu en finale. En 2022, cette fois à Pékin, c'est l'heure de la revanche. Dans un match à couper le souffle, les Canadiennes vont renouer avec l'or. Âgée de 30 ans, Marie-Philippe va étourdir encore une fois les Américaines en marquant 2 buts en finale, dont le but gagnant. Elle aura marqué à chaque fois, non pas dans 3, mais dans 4 finales olympiques. Un exploit. Elle est encore considérée aujourd'hui comme la meilleure joueuse au monde. Elle est la seule, hommes et femmes confondus, à avoir marqué un but lors de 4 finales olympiques consécutives. Son frère, Pierre-Alexandre, a dit de sa sœur qu'elle a toujours voulu être celle qui s'entraîne le plus en salle, celle qui bat tout le monde au test physique. Elle a encore cette flamme-là, celle qui lui a permis d'être distinguée par le prix Northern Star 2022 de l'athlète de l'année au Canada. Devant tous ces exploits, on pourrait parler maintenant de Sidney Crosby, comme le Marie-Philippe Poulain du hockey masculin. Voilà. Donc, on va aussi retrouver Maxence Perrault en planche à neige. Donc, on a toujours le même format de 2 doubles pages et puis des explications aussi sur les grandes compétitions. Donc, voilà, ici les Jeux Olympiques. Hugo Barrette en cyclisme. Donc, on a aussi une grande variété de sports entre les sports hivernaux, mais aussi l'haltérophilie. Hop, voilà, Bénédicte Mathurin, très connu, hop, en basketball. Donc ça, vraiment, pour les amateurs d'activité physique, on va avoir vraiment des biographies, puis des portraits qui sont inspirants. On a vraiment on va rentrer un petit peu dans l'intimité et dans les objectifs de ces grands sportifs. Et puis, on a une entrevue avec Robert Frozy qui nous parle de son métier de journaliste sportif. Et en clôture de l'ouvrage, on a un petit quiz qui permet d'aller vérifier nos connaissances sur les différents personnages inspirants qu'on a rencontrés au fil du livre. Donc voilà pour 10 sportifs québécois inspirants. Ensuite, avant de passer aux albums jeunesse, je vais vous présenter 2 petits ouvrages vraiment pour aller favoriser l'apprentissage de la lecture. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui Charlotte Lacarotte, Les fantômes de la crique bleue. On est sur une série avec Charlotte Lacarotte. On a 2 tomes. On a Charlotte Lacarotte et le manche plastique. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, on va voir une petite héroïne pour une grande cause, c'est sauver la planète. Donc Charlotte, c'est un personnage très attachant. Donc c'est la petite fille rousse ici. C'est une fervente défenseuse de l'écologie, une militante qui est un petit peu bougonne et en colère tout le temps. Et puis, donc, on ouvre le livre sur sa volonté d'ouvrir un ours polaire. Elle va très vite se rendre compte que adopter un ours polaire n'est probablement pas une très bonne idée puisque
le bien-être animal ne sera pas très bien respecté si son ours polaire vit dans une toute petite piscine dans son jardin. Et puis, on va vraiment pénétrer dans l'univers de Charlotte. Donc, elle est à l'école avec ses deux cousins, deux jumeaux qui sont complètement exécrables. Elle a des parents qui sont un petit peu à côté de la plaque et un chien qui s'appelle Flop. Et elle habite au village de Saint-Plouf, pardon, dans lequel il y a une très belle crique, une très belle plage. Et on apprend au fil de livre que très bientôt, il y a un champion de Formule 1 qui s'appelle Nico Flush, qui veut venir construire un énorme manoir de 5 étages avec 30 chambres et dénaturer le paysage. Donc, un soir, Charlotte se rend, pardon, en visite à la crique pour la nettoyer et elle va rencontrer des personnages un petit peu mystérieux, des fantômes complètement loufoques, des spectres qui lui parlent. On a des pirates, on a des jeunes filles qui chantent. Donc voilà. Et on se rend compte assez rapidement, au fur et à mesure de l'intrigue, que ces personnages-là ont besoin de l'aide de Charlotte pour, évidemment, empêcher la construction du manoir de Nico Flush. Donc, comme vous le voyez au fil des pages, on est vraiment dans un format premier roman, mais qui va aussi conjuguer les codes du roman graphique et de la BD. Donc, on a des bulles, on est sur un niveau de lecture simple, mais on a une intrigue assez haletante. Moi, je l'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, il y a un langage assez fleuri, donc ça plaît, ça peut vraiment plaire aux 9 ans et plus. Là, on est vraiment, on ne prend pas de pincettes. C'est très drôle. Charlotte et la bande de fantômes arrivent tant bien que mal à leur fin et arrivent à faire en sorte que Nico Flush ne s'installe pas dans leur belle crique bleue. Et puis, voilà, il y a une suite à cette histoire-là, avec Charlotte la carotte et le manche plastique. On retrouve les mêmes protagonistes et la même héroïne, haute en couleurs. Et puis, je voulais aussi vous présenter Alex et les monstres. Donc ça, c'est une série très, très fournie aussi. Vous pouvez la retrouver sur le site de Crackboom. Alex, il lui arrive vraiment beaucoup d'aventures. Donc ici, on nous fait la présentation du personnage. C'est: Salut, je m'appelle Alex Pianola. Jusqu'à tout récemment, j'étais un garçon plutôt normal. J'allais à l'école, je perdais mes devoirs et je dévorais des pizzas. Mais tout a changé le jour où j'ai rencontré Monsieur Flat. Qui est Monsieur Flat? C'est un monstre, et depuis qu'il s'est installé dans ma chambre, le monde n'est pas seulement plus amusant, il est meilleur. Un monde meilleur, oui, mais avec une tonne de problèmes. Donc là encore, on reprend un petit peu les mêmes codes entre le premier roman, le roman graphique et le roman jeunesse. On est dans des aventures loufoques et fantastiques avec une série de personnages hauts en couleurs. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Et puis vraiment, là, quand on commence la série d'Alex et les monstres, on a plusieurs ouvrages. On va avoir L'arrivée de Monsieur Flat, À la rescousse du restaurant, La chanson du parc, La guerre de la forêt, La légende de la mer. Donc, c'est Alex, pardon, c'est un personnage qui va suivre les jeunes lecteurs et les emmener au gré de ses aventures. Donc voilà, ça c'est très sympa euh, pour ouais, 8-9 ans et plus. Voilà. Euh, on va passer ensuite aux albums jeunesse. Alors, les albums jeunesse, vous allez voir, Crackboom présente vraiment différents univers colorés, différentes sensibilités. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment des albums jeunesse tout en tendresse, tout en poésie, et qui vont parfois amener une morale tout en délicatesse. Donc, on va aborder plusieurs thèmes. On va commencer aujourd'hui avec Je veillerai sur toi. Donc voilà. Je veillerai sur toi. On va être vraiment dans une thématique environnementale,
On va suivre l'histoire d'un petit pépin de pomme qui va faire son petit bout de chemin. Donc, moi, j'aime beaucoup la couverture avec les jeux de texture. Là, ça donne vraiment envie d'aller l'ouvrir, d'aller le découvrir. On ouvre le livre sur une petite citation. Je m'incline pour honorer la terre, pour reconnaître son soutien, pour lui offrir mes soins. Je veillerai sur toi. Je vais mettre plus de côté que vous voyez mieux les illustrations. Il était une fois une petite graine qui n'était autre qu'un pépin de pomme. Elle était si petite dans l'immense univers qu'elle se sentait perdue. En la voyant, le ciel, l'eau et la terre la trouvèrent attachante. La terre dit à la graine: Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Elle l'enveloppa ensuite de terreau moelleux. L'eau dit à la graine: Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Et elle l'arrosa ensuite de petites gouttes transparentes. Le ciel dit à la graine: Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Et il fit ensuite apparaître un puissant et chaud soleil. La graine se sentit rassurée. Elle grandit et devint une tige. La tige poussa et se transforma en arbuste. L'arbuste finit par devenir un grand arbre avec une magnifique couronne et des branches en fleurs. Un jour, un petit oiseau arriva. C'était une minuscule fauvette à tête noire. L'arbre vit que l'oiseau était perdu et lui dit: Viens entre mes branches et construisis ton nid. Je veillerai sur toi. La fauvette à tête noire construisit son nid dans les branches de l'arbre, se sentant en sécurité et à l'abri. Un jour, elle pondit un œuf. Elle le couva patiemment jusqu'à son éclosion et la naissance d'un minuscule oiseau. Je veillerai sur toi, lui dit la fauvette à tête noire, et elle le garda au chaud. Elle lui apprit à voler et à chanter des mélodies. Le moment venu, les fleurs sur les branches de l'arbre perdirent leurs pétales et devinrent des pommes rouges. Les jours passèrent et les pommes furent cueillies. Il n'en restait plus qu'une sur une branche qui tomba et s'ouvrit, libérant les graines qui se trouvaient à l'intérieur. Le vent passa et les emporta, avant de les éparpiller, les confiant à la terre, au ciel et à l'eau. Mais une graine atterrit entre deux roches. L'arbre la vit et inclina sa couronne, pleurant pour que la graine mourante. Pleurant pour la graine mourante. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi, dit la fauvette à tête noire à l'arbre. Elle décolla rapidement de son nid dans les branches pour voler jusqu'aux roches. Elle prit doucement la graine dans son bec et la confia à la terre. Ensuite, elle patienta en fredonnant des mélodies jusqu'à ce qu'un jour, une petite pousse apparaisse. Et voilà, ici, on vient clôturer la lecture sur le schéma du cycle de la vie. Et puis, on peut découvrir des petites activités pour encourager la germination. On peut essayer de planter un arbre. Donc voilà, c'est très éducatif et en même temps très tendre. On a un portrait de l'autrice et de l'illustratrice aussi pour terminer cette petite fable sur le cercle vertueux de la vie. Donc, voilà pour Je veillerai sur toi. Ensuite, un album que j'ai beaucoup aimé aussi et qui s'appelle Toutes les familles de mon village. Donc, toutes les familles de mon village, on va à la rencontre de toutes les familles du village de la petite Aria. Elle va nous emmener euh, en visite en fait chez chacun de ses voisins. On est vraiment sur la thématique de la diversité, de l'inclusion, du vivre ensemble, de la tolérance. C'est très bien à partir de 5 ans. Je dirais, on a vraiment des très belles illustrations. On est un petit peu dans des tons dorés de fin d'été. C'est très lumineux. Moi, c'est un album que j'aime beaucoup. Voilà. Ça commence comme ça. Mon village à moi, il est tout petit. Il est tellement petit qu'il n'y a que 9 maisons. Mais dans chacune d'entre elles, c'est tout un univers qui se loge. Dans ma maison, je vis avec mes 2 mamans. Elles sont géniales, douces et me font plein de câlins. Ensemble, on aime chanter, rire et faire de jolis dessins.
Dehors, on joue au soccer, à la marelle et on lit des histoires. Chez mon voisin, c'est différent. Il y a un papa et 4 enfants. Chez lui, c'est super car il y a toujours des choses délicieuses à se mettre sous la dent. On y va pour déjeuner, pour la collation ou pour souper. Et quand j'y reste pour la nuit, les draps sentent bon la camomille. De l'autre côté de la rue habite ma meilleure copine, Lulu. Elle m'a expliqué que quand son papa était un enfant, comme nous, il était dans un corps de petite fille. Après quelques années, il a choisi de faire correspondre les formes de son corps aux courbes de son cœur. Il paraît que des gens se sont moqués et l'ont même critiqué. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi ça les a gênés. Tout en haut de la colline, un couple adorable vit sans enfants. Ils ont l'âge de mes mamans, ou peut-être même un peu plus grands. Ils m'ont expliqué qu'ils n'ont jamais voulu de bébé et que c'est important de s'écouter. Ils disent qu'ils préfèrent la vie à deux et ils ont l'air très amoureux. Parfois, ils gardent les enfants de la Maison Bleue là-bas. Ils sont très très nombreux. Il y a 2 parents et 8 enfants. Ils n'ont pas tous le même papa et pas tous la même maman. Je n'ai pas tout bien compris, alors je t'ai fait un joli petit croquis. Je ne t'ai pas encore parlé de ceux qui vivent dans la forêt. Eux, c'est comme des lutins, des elfes ou bien des fées. Ils habitent dans une petite cabane au milieu des éperviers. Ils l'ont construise avec de la terre, du bois et ce que mes mamans appellent du jus de bras. C'est vraiment le meilleur endroit de tout le village pour se cacher, jouer et escalader. Et puis, il y a la maison où on va pour danser. C'est là que vit mon amie Sofiane et ceux qui l'appellent grand-maman et grand-papa. Ils sont beaucoup plus vieux que mes 2 mamans réunies. Chez eux, on danse 2 jours comme de nuit. C'est tout le temps la fête là-bas. On s'amuse et on y fait des soirées pyjama. Et il y a aussi la maison de Julie. Julie n'a jamais rencontré la maman qui l'a fabriquée dans son ventre arrondi. Elle vit avec des parents souriants qui ont choisi de l'adopter. Maman dit qu'adopter, c'est comme tomber amoureux. Chez eux, il y a souvent d'autres enfants qui passent et qui restent plus ou moins longtemps. Ils m'ont dit qu'ils sont famille d'accueil. Pour finir, il y a la famille de Quentin, Fabien et Clément. Ils sont tous nés le même jour et au même moment. Leur papa ne se déplace que dans un fauteuil roulant, même quand il fait du sport. Il y reste assis tout le temps. Il a aussi une voiture, grande comme un camion et rapide comme un avion qui nous emmène un peu partout. J'adore mon village et les gens qui le font vivre. Même s'il est rikiki et bien loin de la ville, on ne s'ennuie jamais et tout le monde y est libre. Puis, alors, il y a des petites activités, des pistes d'exploration à la fin de l'album que je trouve assez jolies aussi. D'abord, à toi de jouer. Chaque famille est unique. Aimerais-tu représenter la tienne? Donc là, on prend des feuilles, des feutres, de quoi dessiner la famille. Et puis, il y a aussi une petite note pour clôturer la lecture. Et si on en parlait? Note aux adultes accompagnant l'enfant dans la lecture. Cet album a pour objectif de sensibiliser à la diversité des modèles familiaux qui peuvent exister. Porte ouverte sur le dialogue et la tolérance, il souhaite être un support idéal pour initier des échanges, tout comme répondre aux interrogations des enfants. Comme tu as pu le voir dans le village d'Aria, les familles sont toutes uniques à leur manière. On peut trouver autant de ressemblances que de différences entre notre famille et celle des gens autour de nous. Pour toi, qu'est-ce qui fait une famille? Observe ton entourage dans ton voisinage, dans ton école. Connais-tu des familles où il y a 2 papas ou 2 mamans? As-tu des enfants dont les parents sont séparés? Connais-tu des familles recomposées? Tout comme les familles, l'amour a une infinité de formes. Donc voilà, pour traiter du thème de la diversité et de la différence avec une bonne dose de douceur et de bienveillance. Ensuite, on a, des histoires, tendres et rigolotes. J'ai sélectionné aujourd'hui, Le pique-nique après la pluie. Donc Le pique-nique après la pluie, c'est un premier livre, de Corinne Delporte, hem, à l'écriture et Célia Molinari Sébastien à l'illustration. C'est l'histoire de la famille Escargot
qui, par un jour de belle pluie, décide de faire un pique-nique. Donc là aussi, moi, c'est un album que j'affectionne parce que, mon fils adore les escargots, donc c'est vraiment un livre qu'on a beaucoup, beaucoup lu. On a vraiment des illustrations très colorées, très, très douces. Ça commence comme ça. Plic-ploc. Depuis ce matin, la pluie n'arrête pas de tomber. C'est décidé, la famille escargot part faire aujourd'hui le premier pique-nique de la saison. Tout est prêt en un rien de temps. Le panier repas, la nappe et les jouets pour barboter dans l'eau. Margot et Léo sont surexcités. Ils en oublieraient presque de mettre leur chapeau et leur manteau de pluie. Donc on découvre Margot et Léo ici. Dehors, l'averse bat son plein. C'est le moment idéal pour se mettre en route. Maman et papa ouvrent la marche et c'est parti. En chemin, Margot et Léo chantent inlassablement. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait chaud, c'est la fête à l'escargot. Arrivés à destination, toute la famille escargot s'apprête à installer la nappe quand soudain, une éclaircie apparaît. Les nuages se dispersent, laissant place à un soleil éclatant qui fait briller de mille feux les flaques d'eau. Quelle déception pour Margot et Léo. Ils se réjouissaient tant du pique-nique qui s'annonçait. Maman et papa escargot se concertent du regard. Il doit bien y avoir une solution pour que leur belle journée ne tombe pas à l'eau. Mais le soleil est désormais si brillant que toute la famille escargot pense devoir rebrousser chemin. Tristement, Margot et Léo commencent à avancer vers la maison. Tout d'un coup, une bourrasque fait perdre son chapeau à Margot. Elle essaye de le retenir, mais trop tard, il s'est envolé. Le vent se calme rapidement et Margot repère son chapeau. Il a glissé sous les feuilles de vigne qui tombent en cascade sur l'herbe du jardin. Elle passe la tête entre les feuillages pour l'attraper. Curieuse, elle décide de regarder un peu au-delà et ce qu'elle découvre est extraordinaire. Derrière les vignes se cache un petit pied de framboisier dont les feuilles ont recueilli les gouttes de pluie qu'elles font tomber comme un nuage tout gris. Il y a même une petite flaque qui s'est formée, parfaite pour barboter. Maman, papa, Léo, venez voir, crie joyeusement Margot. Très étonnés, ils font demi-tour pour la rejoindre. En voyant le merveilleux coin qu'elle a découvert, toute la famille escargot retrouve le sourire et s'installe. De la salade, des tomates et même quelques framboises. Quel régal! Après avoir bien mangé, Léo et Margot sortent tout pour s'amuser. Le bâton, le bateau pour jouer au flibustier, ainsi que le seau et la pelle pour faire des châteaux de terre mouillée. Pendant ce temps, maman et papa se reposent tranquillement. Au bout d'un moment, plus aucune goutte ne tombe des feuilles du framboisier. Léo bâille et se frotte les yeux. La famille escargot se dit qu'il est à présent temps de rentrer. Bravo Margot, la félicite papa. Grâce à toi et ton chapeau, nous avons quand même pu faire notre pique-nique. Merci ma grande sœur chérie, s'exclame Léo en bavant avec enthousiasme sur sa sœur. Margot est vraiment fière. Et alors que tout est rangé et que la famille escargot s'apprête à rentrer, une nouvelle averse vient clore leur journée. Vous voyez les enfants, comme je dis toujours, après le beau temps, la pluie, dit maman, faisant rire toute la famille de bon cœur. À la fin du livre, on a quelques faits rigolos sur les escargots. On apprend par exemple que c'est un animal hermaphrodite, cela veut dire qu'il est à la fois mâle et femelle, mais aussi qu'il pond ses œufs dans la terre et qu'ils éclosent au bout de 20 jours environ. Pour se déplacer, l'escargot sécrète différents mucus, une sorte de bave lui permettant de mieux glisser sur certaines surfaces ou au contraire de pouvoir bien s'accrocher à d'autres. Pendant son hibernation, l'escargot bouge sa coquille à l'aide de mucus jusqu'à sa sortie au printemps. Et lors des périodes froides ou sèches, l'escargot se réfugie sous terre ou bien sous un amas de pierres ou de briques, là où la température et le degré d'humidité sont constants.
Donc voilà pour le pique-nique après la pluie. Ça, c'est un petit album jeunesse, je dirais, à partir de 3 ans. C'est vraiment chouette à lire. Et puis, finissons la section des albums jeunesse avec les deux grands classiques des éditions Crackboom. Ici, nous avons Comment attraper un ours qui aime lire, publié en 2018, et sa suite, Voyage de nuit à la Bibli, publié en 2022. On retrouve les mêmes protagonistes dans les deux livres. Donc, je vais commencer par vous présenter Comment attraper un ours qui aime lire. On va à la rencontre d'une jeune héroïne, Julia, qui par une belle après-midi d'été dans la forêt lorsqu'elle est en chalet, lit un livre avec ses amis. Julia, elle a toujours rêvé de rencontrer un ours. Elle est accompagnée de ses amies Georgette, Charlotte et d'une amie Marmotte. Et puis, elle lit justement un livre dans lequel une petite fille va rencontrer un ours. Donc, elle a vraiment préparé tout ce qu'il fallait pour attirer un ours. On a le pot de miel ici. Voilà, l'écureuil, c'est Léon. J'avais mangé son nom tout à l'heure. Elle amène des bleuets quand tout d'un coup, sa maman l'appelle. Donc, elle laisse son livre et ses bleuets en plan dans la forêt. À son retour, grande surprise, son livre n'est plus là. Et de grosses traces bleues jonchent le sol. Donc, elle va commencer une enquête. Elle part sur la trace de ces grandes empreintes. On la suit donc dans son aventure dans la forêt. Elle doit traverser une rivière. Et puis, heureusement, elle est accompagnée de ses compères qui ont un, un flair aiguisé. Elle se retrouve en bas d'un arbre, griffé. Donc, tout nous indique quand même qu'on a un gros animal. Elle se hisse en haut de cet arbre-là, et là, elle découvre une grande cabane. Qui peut bien vivre dans cette cabane? Je vous le donne en mille, c'est Bertrand, un gros ours passionné de lecture, qui a lui-même une bibliothèque bien fournie autour de lui, comme vous pouvez le voir. Et puis, ils se rendent compte, Julia et Bertrand, qu'ils en sont exactement au même passage du livre. Donc, ils décident tous deux de finir la lecture de leur aventure ensemble. Et puis, Bertrand va expliquer à Julia que lui, en lecteur amateur, il va faire des chasses aux livres. Parfois, il lui arrive de descendre au village et d'aller la nuit récupérer des ouvrages devant la bibliothèque parce qu'il y a une super bibliothécaire de nuit qui laisse des livres traîner. Donc, il peut s'adonner à sa passion tant qu'il veut grâce à ça. Donc voilà, ils finissent leur après-midi en mangeant des bleuets et en se lisant des histoires. Et puis, Julia, quand même, doit rentrer chez elle à un moment. Donc, ils se font un gros câlin et se disent au revoir. Et pour le bonheur de nos jeunes lecteurs, Julia et Bertrand vont se retrouver dans la suite, donc Voyage de nuit à la biblio. Donc, on va vraiment ici, comme je vous le disais, on va retrouver les mêmes personnages. On recroise notre Julia qui, par une belle nuit d'été en camping proche de son chalet, a prévu de griller des guimauves avec ses amis. Mais là, malheur, elle se rend compte qu'elle a oublié d'emmener un livre. Donc, ils ne peuvent pas lire une histoire tous ensemble pour s'endormir. Nos compères sont bien embêtés quand tout d'un coup, ils aperçoivent sur la rivière un espèce un fier radeau quand même qui arrive, toute voile dehors, avec pour capitaine notre ours lecteur, Bertrand, qui va emmener toute la tribu au fil d'un petit voyage. Ils vont décider d'aller ensemble au village. Donc, à l'occasion de ce voyage-là, ils découvrent des constellations dans le ciel. Hop. Ils se racontent plein de choses. Ils vivent évidemment quelques épopées jusqu'à arriver au village ici. Et puis, arriver à la bibliothèque pour choisir l'histoire qui leur permettra de s'endormir et de finir leur soirée en beauté. Ils rencontrent Odette
la bibliothécaire de nuit qui va vraiment leur faire de bien belles suggestions avant de s'en retourner chez eux sur leur radeau pendant que Julia raconte une histoire à tout le monde. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On a à la fin du livre une petite explication sur les étoiles et les constellations. Donc on nous dit, il y a très longtemps, à force d'observer le ciel la nuit, les humains ont remarqué qu'en traçant des lignes imaginaires entre les étoiles, on pouvait obtenir des formes précises, comme dans une version géante des dessins à numéros. En reliant certains de ces minuscules points lumineux, ils ont créé des objets, des créatures mythologiques et des animaux. Petit à petit, on a rassemblé ces formes sous le nom de constellations. Stella signifie étoile en latin, une langue très ancienne parlée à l'époque. Le cygne et les ours, aperçus par Julia et ses amis dans le livre, constituent de véritables constellations. Elles sont aussi connues sous leur nom latin, Cygnus pour celle du cygne, et ainsi qu'Ursa Major et Ursa Minor pour la grande et la petite ours. Cygnus signifie cygne, Ursa veut dire ours, Major et Mineur signifient respectivement grandes et petites. Puisqu'il n'existe pas de point de repère pour s'orienter en mer, les anciens marins avaient l'habitude de se fier aux constellations pour naviguer. Celles-ci se déplacent dans le ciel selon la période de l'année. Mais il existe une étoile appelée étoile polaire qui demeure toujours au même endroit, tout au bout de la queue de la petite ours. Comme Julia, les marins fixaient leurs yeux sur cette étoile très brillante pour ne pas dévier de leur route. Et puis ici, en scannant le QR code, on va arriver sur la chanson de Julia. Donc c'est une jolie chanson qui permet d'aller plus loin dans la lecture de ce livre et puis d'avoir une espèce de petite berceuse à fredonner quand on a fini l'histoire de Julia et Bertrand. Donc voilà pour les albums. Je voulais clôturer cette présentation en vous présentant en dernier des ouvrages qui sont un petit peu qui sont originaux, en fait, qui viennent dénoter avec le corpus un petit peu plus enfantin d'aujourd'hui et qui sont destinés aux 9 ans et plus, parce que je vous le disais, Crackboom a vraiment la volonté d'accompagner le lecteur à tout âge avec des choses ludiques et pédagogiques en même temps. Donc, ils ont sorti une série qui s'appelle La science dans. On va aborder, pardon, la thématique de la science dans différents univers. Donc, on a l'univers de Minecraft, l'univers de Harry Potter et la sorcellerie, et mon préféré, la science dans l'univers de Star Wars. Donc dans ces ouvrages-là, on va répondre à des questions, par exemple, comme la guerre des étoiles a-t-elle prédit l'existence d'exoplanètes? Combien coûterait l'existence ou la construction de l'étoile de la mort? Est-ce que voyager à la vitesse de la lumière est envisageable? On va retrouver évidemment des personnages et puis des thématiques propres à chacun des univers. On est vraiment dans un contenu dense, assez informatif, donc on prend comme prétexte un univers fantastique pour aller questionner sa plausibilité et c'est ça, et le parallèle avec le monde bien réel. Donc voilà, on va parler des chasseurs de planètes dans les premiers temps de Coruscant. Ici, y a-t-il trop d'extraterrestres dans Star Wars? Et est-ce que la vie extraterrestre existe? En tout cas, en avons-nous la preuve? Comment est-ce possible que l'atmosphère soit respirable sur de nombreuses planètes de Star Wars? Voilà. Dans l'univers de Harry Potter, ici, on va nous parler de quelle est l'histoire, par exemple, de la pierre philosophale? Qui était vraiment le sorcier Merlin? Est-ce que les potions d'amour existent? Et puis, est-ce que les moldus pourraient développer leur propre forme de transplanage, pardon? On va nous demander, est-ce que les scientifiques ne sont pas des sorciers modernes? Donc voilà, c'est ponctué de petites illustrations, mais on est vraiment dans un style très, très dense quand même. Donc voilà, on parle des héros de la guerre. Les Moldus pratiqueront-ils un jour l'arithmancie? Donc on va plutôt étudier des phénomènes assez pointus et précis. Et puis ici, l'univers de Minecraft, on va vraiment analyser tout l'univers de ce jeu vidéo qui est l'un des plus connus au monde, son univers de construction, voilà, les biomes, les badlands, les déserts. Pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien à Minecraft, c'est une très belle introduction
à toute cette atmosphère-là. Donc voilà, une petite série très sympa pour les 9 ans et plus, et pour aller les accrocher avec des univers qu'ils connaissent bien pour, leur donner, envie de lire et de découvrir un petit peu, un contenu différent. Voilà. Je vous remercie d'avoir, suivi ma présentation. Hem, voilà, donc vous pouvez continuer à suivre la page Facebook de Pouce Carré. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.